décidé que ce cadre n'est pas adapté à ses ambitions spirituelles. Il n'a pas la force de changer ses habitudes. Alors, il est complètement esclave de ce qu'on appelle du mazal. Le mazal, c'est les conditions extérieures, ouais, à toi, à ta neshama, mais dans laquelle Hachem t'a plongé. Hachem t'a plongé avec une famille particulière, dans une famille particulière, avec des amis particuliers, dans un pays particulier, avec des prédispositions, des capacités particulières. Et donc, c'est pour ça qu'en psychologie, on a ce qu'on appelle la psychologie sociale. Ils peuvent faire des prévisions. Voilà, quelqu'un qui grandit dans telle famille, à telle époque, etc. Alors, a priori, il aura telle, comment dirais-je, activité professionnelle, il y aura tel pourcentage de chances qu'il aille en prison ou pas, tel pourcentage de chances qu'il fasse du sport ou pas, et donc qu'il soit plus ou moins malade de telle maladie. Il y a donc ce qu'on appelle, dans la psychologie sociale, l'immobilité sociale. C'est-à-dire qu'on peut faire déjà des prévisions. Quelqu'un, quand il grandit dans un certain contexte, on peut globalement savoir sa vie. Global, bien sûr, il y a des exceptions. Mais globalement, on peut savoir sa vie. On est tous, c'est ce qu'on appelle le mazal. On est tous déterminés, ouais, par un certain cadre. C'est comme ça. Et c'est pour ça que Yesh Mazal, les Umot HaOlam, les Goïms qui n'ont pas la Torah, qui n'ont pas de raison de bouleverser leurs habitudes, qui n'ont pas la raison de déraciner le cadre dans lequel ils ont été plongés. Ouais. Et bien donc, on peut projeter leur destinée plus ou moins. On peut savoir le pourcentage de divorce. En fonction des catégories socio-professionnelles, alors il y aura plus de divorces, il y aura moins de divorces. Il y aura plus d'enfants, il y aura moins d'enfants. C'est effrayant, tellement ces chiffres nous montrent combien on est prédestiné. On se croit libre, mais en vérité, c'est des petites nuances. Chacun y suit le même chemin lié au cadre dans lequel il a grandi, il a évolué, mais en rajoutant sa petite couleur personnelle. Lui préfère un pull rouge, lui préfère un pull bleu, lui préfère un débardeur. On va changer ses habitudes vestimentaires, on va voyager un petit peu pour oublier. Mais globalement, la vie, elle est complètement déterminée depuis le début. Depuis la naissance jusqu'à la mort. On sait à peu près à quel âge il va mourir, de quelle maladie il va mourir, on sait à peu près. C'est effrayant. Donc, Yesh Mazal. Bon, aucun Mazal. Mazal, c'est pas forcément les étoiles. Ceux qui regardent la fin de Maseret qui douchent dans le Tiferet Israël, ils expliquent Mazal, c'est toutes les choses qui sont nos ailes, c'est-à-dire qui ont une influence sur nous. On a dit El Mazal et Israël. Qui a pris la parole? Aurel. Khazak. Réponse, qui c'est qui donne la réponse? J'ai évoqué la réponse aujourd'hui. C'est quoi la réponse de Mazal et Israël? Au niveau du klal, il n'y a pas de mazal, non? J'ai donné la réponse aujourd'hui? Chacun a un mazal. On a tous un mazal. On peut le changer Comment on peut le changer? en prenant d'autres habitudes. Khazak ou Baron? Khazak ou Baron. C'est ça tout le sujet du show aujourd'hui, c'est Pessah. Pessah, c'est la ville. C'est le bouillonnement de vie, la nature qui reprend. La nature en hiver semblait figée. Figée. Et puis, tout redémarre. Notre nature semble figée. Et puis, on peut démarrer. Mais comment on peut redémarrer? Comment on peut être la liberté et non pas la statue de la liberté? Il y a ici un paradoxe. La liberté figée. La statue de la liberté. Pour les Umot HaOlam, la liberté, elle est figée. C'est quoi pour eux la liberté? C'est qu'ils vont juste choisir les plaisirs. C'est liberté de jouir. Mais ce n'est pas liberté de déterminer le sens de leur vie. Dans quelle direction ils veulent construire leur vie. Non. Dans ça, comme ils n'ont pas la Torah, ils n'ont pas le mode d'emploi, ils ne peuvent pas être libres. On travaille pour manger, on mange pour travailler. Mais je suis libre d'aller au cinéma. Je suis libre d'aller en croisière. Je suis libre de manger aujourd'hui un sushi ou un couscous. C'est ça leur liberté. Liberté dans leur vie qui est déjà tracée, ouais, de varier les plaisirs. Mais pas changer leur destinée. Donc c'est la statue, liberté. Figée.
c'est liberté. La Torah nous dit, chacun il est dans un contexte différent. Kol Adam ve'Adam yesh mazal. Parce que la Gemara que tu as apportée dans Shabbat, elle dit que quand Israël fait la volonté divine, en mazal Israël. Kishelo osim retzono shel makom, yesh mazal Israël. On n'est pas différent des Goïms. Si maintenant on ne fait pas la volonté divine, c'est-à-dire quoi? C'est quoi ne pas faire la volonté divine? On peut être shomer Shabbat et manger kasher et ne pas faire la volonté divine, tu sais? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a des habitudes religieuses. Un jour, on a fait tchouva, là on était libre, on a changé nos habitudes. Puis putain, on est redevenu esclave. Alors, Baruch Hashem, ça veut dire qu'on n'a pas de mérite de la tchouva qu'on a fait il y a quelques années, et que le Shabbat que nous faisons aujourd'hui, il ne nous apporte aucun mérite. Baruch Hashem, ça nous apporte des mérites, je ne dis pas. Mais un homme libre, c'est un homme qui est prêt à sans arrêt changer ses habitudes. Il étudie la Torah, il apprend. Ah tiens, je ne savais pas ça. Alors, au niveau du comportement, il va prendre des halachot. Il dit non, non, moi je ne peux pas, non, c'est pas pour moi, c'est trop dur. C'est pas à mon niveau. C'est pas à mon niveau. Attends, c'est une halacha ou c'est une chumra? Excuse-moi. C'est une halacha ou c'est une chumra? C'est une halacha. C'est une halacha, il n'y a pas de niveau. Ou bien une façon de penser. Non, non, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de penser, moi. J'ai étudié à l'école et tout. J'ai pas maintenant que je vais changer ma façon de penser. Hein. C'est compliqué ce que vous dites, Rav. Ça me bouleverse. Je suis bien comme je suis. Donc, ce qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui de sans arrêt être conforme à la volonté divine, dans ses actes et dans ses pensées. Il y a une Mishnah dans un vote qui dit que Kol Mishe Ma'asav, je ne me rappelle plus la chose précise de la Mishnah, Merobim Michochmato, ouais, Chochmato Mitkayemet. Mitkayemet. Kayemet est marqué? Ouais, Mitkayemet. Mitkayemet. Et Kol She Chochmato, mais on va pas Al-Ma'asav et Chochmato Mitkayemet. Tout celui qui a plus de connaissances de Chochma que d'action, sa Chochma elle ne va pas se perpétuer. Et celui qui a plus d'action que de connaissances, alors ses connaissances vont se perpétuer. Le rabbin pose une question très simple. Comment je peux faire plus de mitzvah que ce que je connais? Si je ne connais pas cette halakha, je ne peux pas la faire. Comment un Ishmael peut me dire, je fais plus de mitzvah que de connaissances de Torah que j'ai? Si je ne connais pas, je ne peux pas faire la mitzvah. Donc je ne peux pas avoir plus de mitzvot que de connaissances de Torah. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris la question? Ouais. C'est mon premier cours avec vous, ça. Ah ouais, ça t'avait marqué? Ouais, un petit peu. Voilà. Alors Rabbi Yehuda, il a répondu quelque chose de fondamental qu'on essaie d'expliquer maintenant. C'est que quelqu'un, quand il étudie la Torah, il étudie dans l'intention de l'accomplir. Tout ce que je vais apprendre, comme devoir, comme interdit, je m'engage à faire mon maximum pour l'accomplir. Alors, des choses que j'ai besoin, que ce soit progressif, etc. Je parle de quelqu'un d'honnête. Hein. Je ne parle pas de celui qui dit non, c'est pas mon niveau, c'est pas mon niveau. Je ne parle pas d'un menteur, de quelqu'un qui se ment à lui-même. Je parle de quelqu'un d'honnête. Hein. Il essaie d'avancer, il voit qu'il n'arrive pas, mais il a essayé au moins. Pour dire c'est pas à mon niveau, mais tu as essayé déjà. Tu as essayé pour dire que c'est pas à ton niveau. Oui, j'ai essayé. Mais tu as essayé encore une fois. Chaque chose s'acquiert par habitude. Celui qui a fait de la musique, il le sait. Ah, j'ai essayé de faire une valse de Chopin, c'est pas à mon niveau. Bah oui, ça fait 2 semaines que tu as commencé le piano, mon ami. Mais petit à petit, tu vas faire des petites études de bac, après tu vas faire petit à petit, jusqu'à ce que tu vas arriver à faire des trucs beaucoup plus compliqués qui te demandent de réunir toutes tes connaissances que tu as appris de manière isolée, voilà. D'abord les gammes, et après la séparation des mains, et après la vélocité, toutes ces choses-là, petit à petit. Et donc tu vas arriver à un certain niveau. On
vois que des gens, quand ils les voient dans leur prouesse sportive ou artistique, tu dis, mais c'est incroyable, mais c'est pas tout le travail qu'il y a derrière. Toute l'abnégation, tous les sacrifices qu'ils ont fait sur leur plaisir pour arriver à ce niveau-là. Mais dans leur tombe, qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Donc ils ont investi leur vie, quelque chose d'éphémère. Pourquoi on ne ferait pas autant d'efforts dans notre construction spirituelle? Alors comment? Quand j'étudie la Torah, et je m'engage à ce que je vais apprendre, je vais essayer de le faire de toutes mes forces. Ça pourra faire parfois des années, mais en tout cas, je ne vais pas mettre de côté. Je ne vais jamais mettre de côté. Je vais dire non, voilà, ça va, il ne faut pas pousser non plus. Eh bien, si cette personne-là, elle a pris toutes ses forces, elle s'est engagée dans son esprit avec lui-même, d'accomplir ce qu'il pourra au maximum de ses possibilités, mais mettra rien de côté, on pourra considérer qu'il a accompli déjà toute la Torah. Il a plus de ma'asim que de chorma. Même les halachot qu'il ne connaît pas encore, même les mitzvot qu'il ne connaît pas encore, on viendra lui attribuer. Parce qu'il s'est déjà engagé à les accomplir dès le moment où il va les recevoir. Dès le moment où il va en prendre connaissance. Donc, qu'est-ce qui lui manque en réalité? Il est un nous. Il y a marqué quelqu'un qui a un cas de force majeure qui l'empêche de faire une mitzvah. On considère que déjà, il a accompli la mitzvah. Parce que la raison pour laquelle il ne accomplit pas la mitzvah, c'est pas à cause de sa volonté, c'est qu'il n'a pas. Ou bien maintenant, il ne peut pas aller à la synagogue, ou bien il n'a pas l'argent pour acheter sur les trucs, mais il aurait voulu. Hachem, il sonde la volonté. Si maintenant quelqu'un, il veut, et quelque chose qui est indépendant de sa volonté, on lui attribue la mitzvah. Donc, quelqu'un qui va faire les 613 mitzvot, 613 mitzvot, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau de sacrifice que cela va exiger, eh ben, pour l'instant, il est à nous. Pourquoi il est à nous? Il n'est pas au courant que cette mitzvah elle existe. Mais s'il avait su qu'elle existait, il l'aurait fait. Alors déjà, on lui compte comme si il a fait cette mitzvah. Donc il a plus de mitzvot que de connaissances en Torah. C'est clair? Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Tout celui qui fait la volonté Retsono Shel Makom. C'est quoi Retsono Shel Makom? C'est quelle que soit la chose qu'Hachem va demander, je vais faire. Peu importe. Ah, donc il est sans arrêt dans une dynamique et il n'a aucune staticité. Il est dans la dynamique d'Hachem. Il n'est pas statique. Il est prêt sans arrêt à changer ses habitudes. Il n'a pas d'habitude. Il n'a pas d'habitude. Ses habitudes, c'est en attendant. En attendant, c'est vrai que j'ai appris comme ça en France. C'est vrai que j'ai appris comme ça à l'école. C'est vrai que dans ma famille, on a l'habitude de faire ça. On a l'habitude de penser ça. C'est vrai. Mais pour l'instant, je suis ce que je suis. Mais je suis prêt à tout changer avec les efforts que ça demandera, le temps que ça demandera. Ah, lui, c'est un homme libre. C'est un homme libre. Ça s'appelle un homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui est prêt à bouleverser sa vie en permanence. En permanence. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est définitif. Ouais. C'est ce qu'on voit dans le livre de la Torah. Chaque année, on étudie la Gadat Pessah. Je crois que chaque année, on dit un nouveau pshat. Chaque année, on arrive à tirer de nouvelles conclusions. Pourquoi? Parce que l'expérience dans notre limoud, durant l'année, donc 365 jours de limoud, a fait de nous un homme différent. Dans notre compréhension, déjà, on a évolué dans certains sujets. Dans notre pratique, également, on a dû évoluer dans notre pratique. Donc, le fait que notre compréhension, elle soit déjà transformée déjà en pratique, on est déjà quelqu'un de différent. Donc, quelqu'un de différent qui va réutiliser le même sujet. Parce que c'est vrai qu'on étudie après une interruption le même sujet, on a tendance à dire des choses plus intéressantes parce qu'on a plus de recul. On est moins perturbé par tous les détails. On a déjà acquis tous les détails du sujet. Maintenant, on va pouvoir porter un regard plus synthétique. C'est vrai. C'est vrai que quand on réétudie, c'est pour ça que c'est important de réviser. C'est pour ça que je vous insiste. Et moi-même, j'insiste sur moi-même. C'est difficile, je vous l'avoue, de réviser un sujet qu'on croit avoir compris, qu'on croit avoir acquis. Mais quand on le révise, comme du coup, les éléments qu'on a dû travailler chacun les uns après les autres, les uns séparés des autres, maintenant on les a acquis, donc on peut porter un regard beaucoup plus synthétique sur la chose,
nous avons une meilleure compréhension du sujet. C'est pour ça que c'est important de réviser. Mais au-delà de cet apport de la révision d'une année sur l'autre, par exemple de la Gadat et le Pessah, on est un homme nouveau, normalement. Normalement, par rapport au Pessah 2019, on est un homme nouveau. On a appris des choses nouvelles. On a pris sur nous des choses nouvelles. Donc on a une pratique de la volonté divine qui a évolué. Notre compréhension va être différente. Elle va être plus fine. Elle va être plus investie, plus réelle. Ça ne va pas être uniquement des idées. Plus on avance dans Torah et Mitzvot, et plus notre limoud, il va essayer d'être concret. Des fois, on entend des Dvar Torah, des Gematriot, des Vortim. Bon, c'est sympa. Ça peut attirer les gens qui sont loin, mais ça ne t'apporte rien concrètement. Ça ne va rien changer dans ton mode de vie. Ça ne va rien changer dans ton rapport avec Akadosh Baruch Hu, dans ton rapport avec toi-même. Tu as des petites idées extérieures à ta vie. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Ça peut attirer des gens qui sont loin. Et la Mishnah, dans Avot, elle dit que les Gematriot, c'est par parole la Chokhmah. C'est des apéritifs. Ça donne envie de manger, les apéritifs. Ouais. Ça donne la salive, ça donne l'appétit. Pour quelqu'un maintenant qui n'aime pas manger, qui n'aime pas la Chokhmah, il a besoin d'apéritifs. Gematriot, c'est par parole la Chokhmah. Il a besoin on le dira avec ces jeux. Ah, c'est incroyable, c'est exactement le même chiffre. On a rejeté le nom d'achat, mais c'est exactement le même. C'est incroyable, ça tombe juste. Très bien. Reprenons Pessah. Pessah, c'est Chag HaCherut. C'est la fête de la liberté. Chag HaCherut, Chag HaMatzot, Chag HaCherut. On a expliqué que la Cherut, ouais. La liberté, c'est avant tout un homme, plus il a la possibilité, la volonté de changer ses habitudes, et plus il est libre. Et Pessah, c'est véritablement, on bouleverse toutes nos habitudes. Quelles habitudes? Il y a différentes habitudes. À Sukkot, par exemple, on bouleverse nos habitudes. C'est pour ça que c'est Zecher Lietziat Mitzrayim, c'est Sukkot, vous savez. Sukkot, c'est Zecher Lietziat Mitzrayim. Et le pain que nous mangeons sous la Soukha le premier soir, il est d'Oraïta, on va prendre la matzah. Donc on vient maintenant développer la construction qu'on doit réaliser à Pessah, à Sukkot. Comme vous le savez, les pains qu'ils ont essayé de faire et qui n'ont pas pu monter dû à la précipitation, ils les ont mangés à la première tachana qui s'appelait Sukkot. Et Rabbi Akiva dit qu'ils ont fait des Sukkot là-bas. C'était un Akavot qui les ont reçus là-bas. Donc il y a un lien entre la sortie d'Égypte et Sukkot. Maintenant, pourquoi c'est décalé dans l'espace? Pessah et Sukkot, c'est un sujet qu'on a déjà développé, on ne va pas parler de Sukkot maintenant. Mais en tout cas, là-bas, dans les deux fêtes, qui sont intimement liées, on vient bouleverser nos habitudes. À Pessah, on vient bouleverser nos habitudes alimentaires. Et à Sukkot, on vient bouleverser nos habitudes, on va dire, d'habitation. On change notre cadre d'habitation. On va dans un cadre plus précaire. Dans les deux, il y a quelque chose de plus précaire. La matzah, c'est une alimentation beaucoup plus simple. C'est le lechem oni. Et la soukha, c'est bait oni, on aurait pu dire. Ouais. C'est dire atarai. C'est la même idée. On nous demande de bouleverser notre cadre chaud, notre cadre confortable, notre cadre auquel on est habitué, qui va répondre à nos plaisirs, qui va répondre à nos besoins de confort et de se sentir bien, vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus élémentaires. La soukha, c'est la maison élémentaire. La matzah, c'est la nourriture élémentaire. De l'eau, de la farine, sans aucun ingrédient, qui cuit immédiatement. Il n'y a même pas la notion du temps qui est présente dans cette matzah. C'est comme si on mangeait de la farine. Mais quand on ne peut pas manger de la farine, alors on met de l'eau et on le cuit tout de suite. C'est vraiment élémentaire. La soukha, si c'est élémentaire, il y a des murs qui peuvent être presque virtuels, avec le lavoud et tout. Et il y a un toit qui fait de l'ombre uniquement. Mais il ne vient pas maintenant empêcher la pluie, il ne vient pas empêcher la poussière de rentrer. Il protège juste du soleil. Chose d'élémentaire. Le minimum de la maison. Donc si maintenant on n'est pas prêt
pour obéir à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas prêt pour obéir à Kadosh Baruch Hu. De vivre au niveau matériel, dans l'élémentaire. Parce que des fois, il faut faire des sacrifices, faire Torah et Mitzvot. Il faut être prêt à mettre notre confort, nos plaisirs de côté et juste manger pour survivre et avoir un cadre suffisant pour ne pas être inquiété par les contingences. Cette notion-là, on l'a vu également dans Pirkei Avot. On a vu et Zedarko Shel Torah, c'est quoi derrière la Torah, du Kinen la Torah? Pas de Bemelar Tochal, ouais, c'est de manger du pain et du sel, de boire une verre d'eau et de l'eau et dormir sur le sol. Qu'est-ce que la majorité des commentateurs nous disent? C'est pas qu'on doit devenir moine pour acquérir la Torah, non. Là, maintenant, je dois maintenant manger du pain sec avec du sel et de l'eau et dormir par terre pour devenir un Talmid Chacham. Non. Là-bas, les Mefarshim, ils disent, si je m'amuse le Barthénora, Rashi, ils disent que même s'il me reste plus que du pain et de l'eau, il ne reste plus que ça. Je suis dans une situation où je n'ai pas la possibilité de faire autrement. C'est pas que je vais me projeter moi-même, je vais rentrer dans une telle situation. Non. Même si j'en suis arrivé là, je vais quand même étudier la Torah. Même si je suis bloqué à la maison, Shalom, qu'on vient nous rationner, ouais, on dit, oh là là, mais comment on va être dans le souci, on dit comment je vais faire. Tu vas quand même étudier la Torah. C'est-à-dire qu'on voit c'est quoi derrière la Torah, c'est même qu'on est projeté dans une situation où on a vraiment presque plus rien. Pas qu'on a choisi cela, on s'est retrouvé dans une situation. On voit des gens, ils ont fait d'Al-Fayomi dans les camps de concentration. C'était avec le Siou Machas, il y a eu des témoignages de gens, ils ont tenu d'Al-Fayomi dans les camps de concentration. C'est quoi? C'est pas d'Al-Fayomi, voilà, j'ai même pas d'un sage, là, j'ai un petit moment de livre. C'est bien de consacrer ce moment de livre à la Torah, je ne vais pas critiquer. Juste, c'est quoi le derrière de la Torah? C'est d'être un homme libre, c'est-à-dire, quel que soit le contexte, on a un devoir de faire une ishtadout pour être dans un contexte qui est positif. Il y a marqué que dira Na'a, une belle dira, c'est marchiva da'ato shel adam. C'est bien d'avoir une belle dira, parce qu'un homme comme ça, il est content, il est bien dans sa peau psychologiquement, il est détendu, il y a de l'espace, il a l'habitude de voir des belles choses, ça le réjouit. Cette réjouissance, on n'a pas dit qu'on doit la détruire. Chazé shalom. Mais le derrière la Torah, c'est si maintenant on se trouve dans une situation où on n'a plus ces choses-là, que ça ne porte pas atteinte à la seule chose qui a une attache stable, qui est les Torah et Mitzvot. Il y a toutes choses autour de nous qui ne dépendent pas de nous. Notre parnassa, ça ne dépend pas de nous, on le voit aujourd'hui. Notre alimentation, ça ne dépend pas de nous, on le voit aujourd'hui. On ne le voit pas, pour prochain, j'espère qu'on ne le verra pas. Notre cadre de vie ne dépend pas forcément de nous. Des fois, en location, on nous demande de déménager. Des fois, il y a des drames qui nous obligent de ne plus vivre là où on est. Donc, on n'a pas une vraie liberté sur ces choses-là. Un homme libre, c'est pas un homme qui a choisi son cadre de vie, son mode alimentaire, parce que ça peut d'un jour à l'autre changer. Si par exemple le médecin dit voilà, vous devez changer d'alimentaire parce que sinon vous allez mourir. Le médecin dit voilà, vous devez changer d'endroit parce qu'il y a l'humidité, vous avez des grosses infections dermatologiques, vous devez absolument vivre dans un pays sec. Ouais. Ah, comment je vais faire? Donc on n'est pas libre. Tout ce qui est lié aux contingences matérielles, ouais, on n'est pas libre. Donc on n'a pas un rapport avec la chose qui est éternelle et qui est fait pour l'être éternel, qui est fait pour durer. On essaie de se choisir un cadre qui nous plaise pour pouvoir y être bien et être épanoui. C'est important d'être bien dans ce qu'on fait, de trouver une profession qui nous plaise, un cadre qui nous plaît, pour avoir l'esprit ouvert, l'esprit détendu. Mais c'est pas dans ça qu'on va pouvoir s'accomplir parce que ça ne dépend pas de nous si ça va pouvoir se perpétuer. C'est pas dans nos mains, Michal. Les seules choses qui est dans notre main, c'est obéir à Kadosh Baruch Hu. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, sauf la crainte du ciel. Est-ce que maintenant je vais accomplir sa volonté ou je vais désobéir à sa volonté? C'est la seule chose sur laquelle on est libre. Personne ne peut nous forcer sur ça. Personne. Aucun contexte peut nous empêcher de faire ça. Aucun contexte peut nous empêcher d'étudier la Torah. Aucun contexte peut nous empêcher d'accomplir les autres. Mais c'est grave, j'ai pas de filim. Mais tu as tellement envie d'accomplir les filim, on dit c'est comme si tu accomplis les filim. C'est comme si tu accomplis les filim. Donc
Donc c'est comme si tu avais la mitzvah des tefilin. Donc la seule chose dans laquelle on peut exprimer notre volonté d'être un homme libre, c'est pas dans notre façon de gagner notre argent, de manger, de vivre, tout ça, ça peut changer de jour à l'autre, ça ne dépendra pas de nous, on ne pourra rien y faire. Mais c'est dans notre volonté d'obéir aux mitzvot et de nous retenir, de ne pas transgresser la vérité. C'est la seule chose dans laquelle on exprime notre liberté. C'est pour ça que Pessah, c'est Chag HaCherut, c'est la liberté, mais c'est également Chag HaMatzot. Et la Chachamim, ils expliquent qu'ils font un jeu de mots, Antikra Matzot et la mitzvot. On fait Chag HaMitzvot. Puisque c'est Chag HaCherut, on vient fêter notre liberté, donc on vient fêter qu'on a reçu des mitzvot, parce que c'est la seule liberté qu'on ait, c'est grâce aux mitzvot. Kishosim Retsono Shel Makom, quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, En Mazal Israël. Là, on peut bouleverser notre vie. On peut changer complètement notre vie d'un extrême à l'autre parce qu'on a décidé maintenant d'obéir à Akadosh Baruch Hu. Alors, on n'est pas soumis au Mazal. Les mitzvot fait que nous sommes des hommes libres. Les mitzvot fait que le Mazal n'a pas d'influence sur nous. Donc, c'est la fête de la liberté. Pourquoi? Parce qu'on vient célébrer l'obtention des mitzvot. Lorsque Hachem nous a pris en nous sortant d'Égypte, c'était dans l'intention de nous donner les mitzvot. Donc on fête notre statut de peuple élu et la Pessah. Je vais vous poser une question. D'où on voit que d'où on voit que la sortie d'Égypte vient célébrer notre statut de peuple élu en dehors de Pessah. Je vous donne la parole. D'où on voit qu'on se rappelle de la sortie d'Égypte pour se rappeler de la date à laquelle Hachem a fait de nous son peuple. Je vous écoute. Shabbat, le Kiddush. Très bien. Le problème, c'est qu'à Shabbat, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Michael. Il y en a qui expliquent à Shabbat pourquoi on disait faire les Tziat Mitzrayim. Il y en a qui n'expliquent pas comme toi. Le Ran, il dit comme toi, mais il y en a qui n'expliquent pas comme toi. Ils disent que le Kiddush, c'est Zecher les Tziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Moshe, il a fait interrompre l'esclavage, ouais, alors qu'ils étaient déjà en Égypte. Ils étaient encore en Égypte. Moshe, il a interrompu l'esclavage en demandant à Paro, c'est un midrash. Et donc, le Shabbat, il nous rappelle le début de la sortie d'Égypte. La fin de l'esclavage. Il y en a qui veulent expliquer comme ça que le Shabbat c'est Zecher l'Etziat Mitzrayim. Mais c'est vrai que le Pshat, il est comme toi, Michael. Je sais que le Pshat est comme toi. Parce que dans tous les Nosraot du Kiddush, à part celui du Harizal que nous faisons, mais dans tous les Rishonim, sans exception, quand on dit dans le Kiddush Zecher l'Etziat Mitzrayim, on rajoute la phrase, et les Escazim ils le disent, Zecher l'Etziat Mitzrayim, qui va nous varata, qui va nous varata mikol ha'amim, otanu kidashta. Qui? Zecher l'Etziat Mitzrayim, qui va nous varata mikol ha'amim, kidashta mikol ha'amim. Donc on voit pourquoi c'est Zecher l'Etziat Mitzrayim, parce que nous sortons d'Égypte, et de nous ton peuple. Il y a Yosef qui a dit le Sheva. Le schéma, ouais. C'est-à-dire, très bien. D'accord, le troisième paracha du schéma. Très bien. Les Tfilin. Et Tfilin. Ouais. Très bien, on va parler des Tfilin aussi. Les Tfilin, c'est intimement lié à la sortie d'Égypte, ouais. Celui qui a lu les parachats des Tfilin. Parachat Kadesh Kol Bechor, c'est mamash la sortie d'Égypte. On met les Tfilin pour se rappeler la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte a fait de nous les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Alors on vient se vêtir
de la boîte noire, qui est le symbole de notre subordination à Kadosh Baruch Hu. On est des porteurs de Torah. On doit attacher la Torah à notre esprit, à nos actes. Donc on a des parachutes de la Torah sur nous. C'est notre subordination à la Torah, les filles. Et les Dans C'est-à-dire le que Birkat Amazon, dans le Birkat Amazon aussi, on dit Eretz Remda Tova Ochava Ve'al Shotzetanu Hashem Elokeinu Me'eretz Mitzrayim Uvditanu Mibet Avadim. Tout ça, c'est aussi dans pas mal de. Et en quoi on voit que la sortie d'Égypte, c'est pour faire ça correspond à la date à laquelle nous avons reçu le mitzvot. C'est ça ma question. En quoi on vient expliquer, interpréter, ouais, on voit nous la sortie d'Égypte, a priori quand on dit c'est quoi la sortie d'Égypte, eh ben, c'est le moment où on est devenu des hommes libres. C'est la réponse la plus évidente. On vient maintenant célébrer la date où on est devenu libre, la date où on a arrêté de nous faire souffrir. C'est vrai. Mais je dis que c'est quoi cette liberté? On est devenu libre, oui, mais cette liberté nous a été conférée par les mitzvot. C'est la date qui correspond au moment où on a reçu les mitzvot. On s'est engagé à recevoir les mitzvot. De quelle manière on s'est engagé à recevoir les mitzvot? Parce que durant la plaie des premiers-nés, on a fait Pessah, Matzah au Maroc. Le Ham Israël, pour être épargné d'après les premiers-nés et pour bénéficier de cette liberté, la libération d'Égypte n'a été obtenue que grâce à l'accomplissement du Korban Pessah, Matzah au Maroc. Donc c'est-à-dire qu'on a dû maintenant accomplir une mitzvah d'Hachem, obéir à Kadosh Baruch Hu, pour donner à cette libération sa véritable dimension. On a été libérés pour devenir les serviteurs de Kadosh Baruch Hu. On a été libérés pour être une nation de prêtres, un peuple saint. Donc on a dû maintenant, au moment où Hachem est venu prendre son peuple et tuer ses ennemis, donc dans le Lakat Bechorot, il est venu nous protéger en vue de notre libération. Il dit, je veux que maintenant vous soyez conditionnés à ce pourquoi je veux vous libérer. Donc, c'est par l'accomplissement de la mitzvah qu'Hachem nous a libérés, que c'est pourquoi Hachem veut nous libérer. Donc, quand on vient célébrer la sortie d'Égypte, on ne célèbre pas uniquement la fin de nos souffrances, on célèbre Chag HaChirut. C'est quoi la liberté? On a dit que Yesh Mazal, le Umot HaOlam. Un gars, il n'est pas libre. Il fait là où le vent le pousse, là où les vagues l'amènent. Il y a des phénomènes socioculturels qui vont déterminer plus ou moins sa destinée. Il n'a pas de liberté. Pourquoi nous, on est libre? Parce qu'on a reçu les mitzvot. Quand est-ce qu'on a reçu les mitzvot? En sortant d'Égypte. Pourquoi on a été, Hachem a voulu nous faire sortir d'Égypte? Pour qu'on reçoive les mitzvot. D'où on voit que Hachem a voulu nous faire sortir d'Égypte pour qu'on reçoive les mitzvot. Il y a un passage qui le dit explicitement. Hachem a voulu nous faire sortir d'Égypte. Il faut raconter à son enfant qu'Hachem nous a voulu nous faire sortir d'Égypte pour qu'on accomplisse ces mitzvot. Où c'est écrit? Il faut raconter. Des fois, des gens ils me demandent, des fois, des gens ils me demandent pourquoi qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant exactement? Il y a tellement de choses à dire et l'enfant il a tellement tendance à pas écouter. Ouais. Quel est le point principal qu'on doit raconter à l'enfant? Il dit Docteur Yehuda Bavourze. Chazak ou Baro? Avorze. Chazak ou Baro. Ça veut dire quoi Bavourze? C'est le pasuk de l'Agada, Vegata levincha. Pour la Avoda. Bah, vous ramitzvot. Je vais montrer exactement. C'est une marloquette, le Z, c'est quoi? La marloquette, Michael? Je suis pas Dan, moi je peux pas me rappeler de tous ces trucs. Je sais que c'est marloquette. Ni l'autre, l'autre. Il y a soit les mitzvot qu'on fait le soir de Pessah, c'est-à-dire matzah, tout ce qui est présenté devant nous le soir de Pessah. Pessah, Matzah, Maror. Pessah, matzah, maror, soit de les mitzvot, toutes les mitzvot. Et je crois qu'il y a un troisième mitzvah ici, il me semble.
Ah ouais. Alors, on va faire un petit partage d'écran, on va commencer à étudier. Voyez-vous ce que je vois? Oui. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est incroyable quand même. Vegata, ouais. Donc c'est la mitzvah d'Agada. Vegata levincha bayomahu. Donc c'est le jour de Pessah, ouais. La soirée de Pessah. Les morts. Qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Ouais. Tu raconteras à ton enfant afin de lui dire. C'est-à-dire qu'on voit ici, tu raconteras Kaniré une histoire. Igata, a priori, c'est une racontade, ouais. Donc, il faut raconter une histoire afin de lui dire. C'est-à-dire qu'il faut raconter une histoire afin qu'il reste de cette histoire la notion suivante. Vous voyez la différence de Gata, les morts? Il ne faut pas lui raconter les morts qu'il y a eu. C'est pas ça que ça veut dire. Il faut lui raconter afin de lui dire. Vous voyez la nuance? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut lui raconter quelque chose dans la guide de la sortie d'Égypte. Les morts, tu vas raconter la sortie d'Égypte, pas pour raconter la sortie d'Égypte. Papa, j'aime bien comment tu racontes l'histoire et tout. Comment tu te déguises en paro, c'est sympa, j'adore, ça m'occupe. Non, c'est pas uniquement pour se rappeler d'un événement passé révolu. Il est mort afin de dire, afin de faire dire à cette histoire, Ba'avurze, Asa Hashem li betzeti Mitzrayim. C'est pour cela que Hashem, il a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. C'est pour cela. Chachamim nous disent Ba'avurze, dans la Gada de Pessah, on dit Mazé Ba'avurze, Bisman chez Pessah Matzah Maror Munachim Lefanecha, d'accord? À quel moment il faut raconter la Gada de Pessah? Bayamahu. Ouais. Bayamahu, c'est quoi Bayamahu? Ah, ben c'est peut-être le jour où on apporte le Corban de Pessah, Bayamahu. Donc le 14. Ouais. Donc je sais que c'est le 15 au soir. Parce que Ba'avurze, qu'il faut raconter que c'est pour ces choses-là que je monte du doigt. Pessah Matzah au Maroc, Hachem, la sortie d'Égypte. Donc je dois faire le récit de la sortie d'Égypte au moment où je peux montrer du doigt Pessah Matzah au Maroc. Donc c'est uniquement le soir de Pessah et non pas le 14 quand j'apporte le Corban de Pessah. Vous me suivez ou pas? Ça c'est la Gada de Pessah qui nous dit ça. Alors Ba'avurze, ça fait référence à quoi? Donc il y a la marquette entre Rashi et Even Ezra. Rashi dit Ba'avour chez Ekayem mitzvotav. Kegon. C'est-à-dire qu'on dit, tu vois, papa, qu'est-ce qu'il y a à la table? Ben, tu vois, il y a des msouki. Non, non, vraiment, papa, dis-moi les choses importantes. Oui, regarde, ben, regarde ce qui est sur le plateau. Pourquoi tu regardes ce qui est dans la cuisine? Regarde ce qui est sur le plateau. Ah, sur le plateau, il y a les mitzvot, normalement. Ah, il y a Pessah, Matzah, Maror sur le plateau. Ah, pourquoi ces mitzvot? C'est quoi ces aliments-là? Ben, ces aliments, on a des devoirs de les manger ce soir-là. On les mange pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont bons pour la santé ou pour le palais, mais parce qu'ils sont bons pour reconstruire le palais d'Hachem, pour obéir à Kadosh Baruch Hu. Ah. Et pourquoi on doit manger des mitzvot ce soir, papa? Non, parce que c'est un exemple. Rachid dit ces mitzvot-là, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire que Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour accomplir des mitzvot, comme celle-là, par exemple. Kegon. Toute la raison pour laquelle Hachem nous a fait sortir, c'est pour accomplir des mitzvot. Comme par exemple Pessah Matzah, donc c'est une soirée, on n'a jamais autant de mitzvot à accomplir que le soir de Pessah. Des fois, il dit, ah, c'est compliqué, hein? Et il faut faire un bac au centre, il faut manger la mitzvah, et il faut faire un coudé, il faut faire. Quelqu'un qui se plaint de toutes ces restrictions, de toutes ces obligations, il n'a pas compris qu'on est sorti d'Égypte pour ça. Ah, attends, il faut encore manger la commun. Oh non, et encore un coudé. Oh là, il faut faire encore le halal. Ah, le Birkat Hamazon. Mais on est sorti d'Égypte pour ça. Mon fils. Il faut dire ça à son fils. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Si l'enfant il a la pertinence de dire papa, quoi, on faut encore manger ça? Faut encore faire ça? Encore un coudé? Ah, il n'a pas mangé un coudé. Allez, remange, mon fils. Imagine? Plus cette année, je ne vous ai pas donné les mazotes fines. Imagine ou pas? Remanger. Le kazaït. Par contre, un peu la souffrance. J'imagine même pas le truc.
Pour ceux qui En ont parlant pas de compris, matzot. c'est bon. En parlant de matzot, ouais. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour les avoir? Bon, on les a pas. C'est fini. En Il tout n'y cas, il y a pas de cours, hein. a pas uniquement qu'une pénurie d'œufs chez nous, il y a une pénurie de matzot aussi. Donc, il faut acheter les matzot Yehuda, les carrés, ouais. Les ratrila, on peut s'acquitter la mitzvah de l'ishma avec la machine, ouais. Il faut Et, qu'elle soit shmurot, non? Il faut qu'elle soit Elles sont shmurot. ouais. Les matzot Yehuda rouges, c'est des matzot shmurot. Shmurot, c'est pas parce Lesquelles? qu'elles sont. Je vais vous expliquer un petit détail. On s'arrête pendant le jour là d'Ashkafa pour dire une halakha importante. Il y a une ambiguïté chez les gens. Ils croient que les matzot shmurot, c'est les matzot qui sont faits à la main. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il faut garder nos mains. Il y a une association entre les mains et shmurot, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir. Face au corona, il y a un rapport entre les mains et shmurot, c'est vrai. Les mains doivent être shmurot. Mais par rapport à la halakha des matzot, ça n'a rien à voir. C'est que shmurot, c'est qu'on va utiliser pour faire ces matzot la farine shmura. C'est quoi shmura? C'est qu'on a fait attention, dès qu'on est venu moissonner ce blé, on a fait attention qu'il ne soit pas en contact avec de l'eau. Shmurot, ça veut dire que c'est un blé particulier. Et donc, et dès qu'on va mettre de l'eau dans cette farine, on va continuer. Bien sûr, c'est là par rapport au chametz. Le fait que maintenant, quand on met de l'eau, on fait attention que ça ne devienne pas chametz, ça ne fait pas de ça des matzot shmurot. Non, ce n'est pas des matzot shmurot. Shmurot, c'est par rapport à la farine. On n'a pas à manger de chametz. C'est pas ça. On ne demande pas le soir du seder de ne pas manger de chametz. Dans ce cas-là, on aurait pu prendre des papouchado. Papouchado, c'est pas chametz. C'est pas ça qu'on nous demande. On ne nous demande pas le soir du seder de ne pas manger du chametz. La semaine, on nous dit ne mange pas du chametz. Si tu veux manger des papouchados, si c'est cachère, je sais pas, faut voir comment ça se passe, est-ce qu'ils ont fait attention et tout, mais si c'est cachère, les papouchados, ouais, alors on pourrait en manger toute la semaine. On peut aller demander des matzot al pi halacha. On ne doit pas manger de chametz. Mais le soir du Pessah, on doit manger des matzot, shmurot. Alors c'est quoi le shmurot? C'est que non seulement, ouais, ça ne doit pas être matzah ashira, donc les ingrédients c'est de l'eau et de la farine. Ça ne doit pas être chametz, bien sûr. Mais en plus, ça doit être shmurot, c'est-à-dire qu'on doit faire attention, dès qu'on les a moissonnés, que ce blé-là, il n'ait pas été en contact avec de l'eau. Donc ça, on a dans le commerce des matzot machines qui sont shmurot. Vous regarderez sur le paquet, il y a marqué matzot shmurot. Attends, je vais vérifier si c'est marqué sur mon paquet. On va faire un peu de pub. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Micro. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Matzah shmurot. Ouais. Matzah shmurot. Mishat Ketsira, la méadrine. C'est ça, shmurot. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Chaque Je peux la poser pour des raisons faciles à comprendre. Je peux la remettre à sa place? Ouais, Ah mais nous, donc ça change rien que ça soit à la main ou à la machine en fait. Il n'y a aucune différence. David, toi, t'as pris les matzot du Gisela Khabib, hein? Il y a une marloquette à poskim. Une marloquette à poskim. Quand quelqu'un maintenant il appuie sur la machine, il va mettre en marche, ouais, je sais pas moi, la malaxation, la cuisson, je sais pas exactement comment. Jamais été là-bas. J'ai des copains, ils ont été. Moi, je suis pas très curieux. J'ai pas été là-bas. On appuie sur cette machine-là et on a l'intention. On fait les shem mat, mitzvah matzeh. Okay? On fait pour la mitzvah de la matzah. On a l'intention, mais c'est pas moi qui fais l'acte. Est-ce que la machine, c'est la prolongation de ma main? C'est ça la marloquette. La majorité des poskim, l'écrasante majorité des poskim disent que oui, c'est l'ishma. C'est l'ishma. C'est l'ishma. Donc c'est pour ça que dans les hôtels, Kasher la Méadrine, vous remarquerez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait que des matzot carrés.
Ils mangeaient ça pour le seder, les gens. Vous vous rappelez pas? Il y a même certains poskim. Je ne sais pas si vous connaissez Rav Dreyfus de Bnei Brak, qui donne des cours un peu à droite à gauche. Lui, il enseigne aux gens de ne pas acheter les rondes, de manger pour le seder que les carrés. Celles que je vous ai montrées, pas n'importe lesquelles, ouais. Pas Matzot Aviv Rabbanout, ouais. Je parle de celles qui sont badass, ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se préserver du problème du Hametz avec la machine, c'est très rapide, qu'à la main. L'erreur est humaine. Donc par rapport au problème de cache-route, puisque c'est une khumra de considérer que la kavana, quand j'appuie le bouton, c'est pas, ça ne passe pas dans la machine, c'est une khumra, et que d'autre part, il y a dans certaines matzot rondes, on voyait des plis des fois. Vous avez remarqué ou pas? Des fois, elles sont foulottes, il y a des plis. Quand il a plié, il n'a pas bien passé le rouleau et ça fait un pli. Ça, c'est un problème, ça faut casser ce morceau-là, il ne faut pas le manger parce que ce pli-là, on craint que ça ne soit pas bien cuit à cet endroit-là. Donc, ce genre de rachachot, ce genre de crainte n'existe pas dans la machine. Je parle dans une machine, d'une cache-route sérieuse, telle que Badat, où il nettoie, ouais, à chaque cuisson. S'il ne nettoie pas, alors dans les engrenages de la machine, il y a du Hametz qui va rester là-bas et qui va lever. Donc ça peut être, les matzot de machine peuvent être pires aussi, si ce n'est pas une bonne cache-route. Ça peut être pire. S'il ne nettoie pas les parties de la machine qui sont en contact avec la pâte, les matzot machine sont Hametz. On m'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un qui travaillait dans la cache-route m'avait raconté que les fameuses matzot Rosinski posent problème justement parce qu'ils ne font pas le nettoyage comme il se doit de la machine entre chaque cuisson. Ouais. Donc, je ne suis pas spécialiste en la matière, donc je ne peux pas affirmer que c'est vrai. Mais en tout cas, hein, si quelqu'un il a l'habitude de manger ces matzot-là, il faudra qu'il se renseigne à nouveau. Est-ce qu'ils ont évolué dans ce problème-là ou pas? Parce que, d'après ce que j'avais entendu, il y avait un rachach ramet sur ces matzot-là. Donc, les matzot machines peuvent être pires que les matzot yad, si on ne nettoie pas les parties qui sont en contact avec la pâte. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a un enjeu de khumra. Ah non, il faut que ça soit fait à la main pour que ce soit l'ishma. Khumra. Et un enjeu de halakha. Ça pas chametz. Alors, Rav Dreyfus, par rapport à ce chikoul, il a dit, c'est mieux de prendre des matzot machines. Mais adrine, bien sûr, sur lesquelles on n'a pas de rachachot, on n'a pas de crainte, plutôt que des matzot yad que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc quoi, pour une khumra, tu vas prendre un risque pour l'halakha. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez, cette année, on a l'habitude de faire la khumra des matzot yad, mais qui sont fines et qui sont bonnes, et c'est une khamoura très très marmira de Ravlando, etc. Très bien, c'est une khumra. Cette année, je n'ai pas pu transmettre la chose parce qu'il y a une pénurie, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc moi, si je n'avais pas réussi à m'acheter un paquet, ouais, j'aurais pris sans aucune angoisse les matzot que je vous ai montrés, et pas les matzot de Kisser Rachamim. Pourquoi? Parce que c'est une souffrance. Celle-là ou d'autres. Les matzot qui vendent dans le commerce, ouais, à grande échelle, les matzot rondes, pour pas qu'elles se cassent et que les gens ils se plaignent pas, ah, elles sont toutes cassées, j'ai pas de matzah shlema, ils les font volontairement plus épaisses. Premier paramètre. Deuxième paramètre, comme ils font à grande échelle, ils les ont fait il y a un certain temps. Elles ne sont pas fraîches. Elles peuvent avoir plusieurs mois. Donc, elles peuvent avoir après une certaine humidité. Donc, elles sont très difficiles à manger et très difficiles à digérer. Donc, moi, pour cette khumra que je ne partage pas, de dire qu'il faut absolument que ce soit fait à la main, cette khumra, hein, je ne vais pas me bousiller mon seder, à me casser les mâchoires et à rendre pourri ma seder de Pessah. Puisque c'est moutarde et ratrina de prendre des matzot machine. Il y a une khumra de prendre les ronds, mais ça va bousiller mon ventre et je vais pas arriver à prendre en 4 minutes aussi mon kazaït, du coup. Je vais pas réussir à prendre en 4 minutes mon kazaït. Avec les matzot carrés, tranquillos, en 2 minutes, tu l'as fini ton kazaït. Vous me suivez ou pas? Je sais pas pourquoi on a parlé de tout ça. Bah, Bourzé. Ah oui, il dit en parlant des matzot, est-ce qu'on aura des matzot cette année? Alors, vous aurez pas les rondes cette année, mais les carrés, vous allez voir, elles sont très très bonnes aussi.
Si vous voulez prendre des Kisera Hamim ou des matzot qu'on vend dans le commerce rond, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je vous explique juste qu'il y a des poskim sérieux, marmirim, ultra-orthodoxes, qui préfèrent les carrés aux rondes, c'est tout. Ça existe. Mais il y a une malade de prendre des matzot faites main quand même, non? C'est une khumra, ouais. Il faut voir ce que je perds de l'autre côté. Si maintenant tu n'as pas mangé le kazaït en 4 minutes, tu as tout perdu. Ouais. Et des fois c'est le cas, parce que tu te casses la mâchoire. Hein. Tu as tout perdu. Moi, je t'ai pas quitte. Le Yatsa était Chova. Moi, je me rappelle des années où en France on avait ces matzotron, c'était une souffrance. C'était dur de manger le kazaït. Vous vous rappelez pas de ça, vous? Non seulement c'est dur, mais tu arrives à un ficomin et la femme et les enfants, ils n'en veulent plus, c'est fini. Vous avez jamais vu ces scènes-là où ils n'en veulent plus pour la ficomin? Pour la ficomane, c'est plus dur. Parce que c'est tellement mangeable ce truc-là. Quand on a faim, on peut tout manger, mais quand on n'a plus faim, on ne peut plus manger ce truc-là. En général, la première matzah qu'on mange, on a faim. C'est ça. C'est pour ça qu'elle passe, celle-là. Ouais. On n'a jamais vu quelqu'un de rassasié qui mange un frisbee. Jamais on a vu un truc pareil. Il faut voir c'est qui survit jusqu'à l'effet commun. La bienfaisante. Hors sujet, José, c'est Matzah Sheva, là. On parle de Matzah Mitzvah. Très très bien. Donc revenons à notre sujet. On était en train d'expliquer par Vourzé. On a dit Rashi. L'enfant dit mais papa, mais pourquoi tout ça? Mais c'est long, mais truc, non. Pourquoi on ne mange pas? Pourquoi on attend? Les gens disent bah, allez, avance. On a faim. Comprenez toutes ces petites remarques qu'on a, ou nous-mêmes dit, ou qu'on a entendues, ça va à l'encontre du verset. On est sorti d'Égypte pas pour manger, pour accomplir les mitzvot, les bonos chez l'Olam. Donc on va faire des livrets Torah. On aura un peu faim, c'est pas grave, on est sorti d'Égypte pour ça. On va le faire un coup des oh mais encore, oui encore, tu te rends pas compte, t'as la chance et encore, et le Hallel, oh c'est long, mais bien sûr, on est sorti d'Égypte pour ça, c'est ça la liberté. Ça c'est Rashi, c'est clair? Ensuite, on a le Even Ezra. On avait vu une opinion juste avant Rashi, non? Je sais pas moi, mais peut-être que tu es connecté à un autre site. Non, je suis là, ok. D'accord. Bah, dis-la, on ne sait jamais, peut-être que tu entendais, ça peut être intéressant. Non, c'est pour ça que je ne me rappelais plus. Je me suis dit... Razak, tu as raison de demander. Alors, attends, lui, il a un problème de lecture du Passouk. Voilà. Il dit l'inverse, le Ben Ezra. Bavour zot avoda. C'est avoda-là. Chez où achilat matzah. Le chametz, de manger de la matzah et pas du chametz. Chez où trilat mitzvot. Tiva lanu Hashem. Asa lanu Hashem otot hache otzianu memitzrayim. C'est fondamental ce qu'il nous dit le Even Ezra. Il nous dit deux choses fondamentales que Rashi n'a pas dit. Rashi dit par exemple, et il dit ce qu'on est en train de faire maintenant. Très bien. Pourquoi Rashi dit ça? Parce que Rashi, il est en train de parler du père qui dit à son fils, donc aujourd'hui. Donc le père, il dit à son fils, Bavourze, donc la chose qu'on voit aujourd'hui. C'est ça que Rashi doit parler des choses qu'on voit aujourd'hui à le Pipchat. Donc c'est pour ces choses-là qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est pas mal au niveau pédagogique. Parce que l'enfant, il voit ça. Quoi, il faut s'accouder, comme on a dit tout ça. Quoi, c'est sinon, ouais, c'est pour ces choses-là que tu vois aujourd'hui qu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est pas mal. Le problème, c'est que Rachamim, ils expliquent que le Bavourze, il est lié à la matzah. Précisément, il est lié à la matzah précisément. Comment c'est écrit? C'est écrit à cause du Bavourze et une Mara qui nous rapporte au nom de Rava, qu'à l'époque, où il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que aujourd'hui qu'il n'y a plus de Pessah, pardon, je reprends. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que la matzah bismanazel est d'Oraïta ou des Rabbanan? Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que la matzah bismanazel est d'Oraïta ou des Rabbanan? Nous on est posé que la matzah bismanazel est des Rabbanan, elle est d'Oraïta.
La matzah que nous mangeons aujourd'hui, elle est d'Oraïta. Et une opinion de Mora qui dit qu'elle est de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Passouk, ouais, Al matzot umarorim yochluhu. Donc on voit que le Korban Pessah est accompagné de la matzah et du maror. Donc puisque le Korban Pessah est accompagné de la matzah et du maror, on voit que la matzah est un accompagnement du Korban Pessah. Et dans la mesure où il n'y aurait plus de Korban Pessah, comme par exemple en attendant aujourd'hui, ouais, en attendant aujourd'hui, alors puisqu'il n'y a plus de Korban Pessah, alors la matzah elle est des Rabbanan. D'après cette opinion. Rava il dit non. Il y a une autre passou qui nous dit, je crois, Ba'erev Tochlu Matzot, qui nous ordonne de manger la matzah indépendamment du Korban Pessah. Il y a un passou qui présente la matzah comme étant un accompagnement du Pessah. Donc s'il n'y a plus de Pessah, il n'y a plus de matzah. Mais comme il y a un autre passou qui dit Ba'erev Tochlu Matzot, je ne me rappelle plus exactement des psukim, mais bon, ne prenez pas au mot, je vous fais ça de mémoire. Ba'erev Tochlu Matzot, je crois que c'est le passou que le Rava rapporte. Alors là, il dit, tu vois bien que la mitzvah de la matzah, il y a un ribouille, que la matzah, sans parler du korban pessah, il y a un devoir de la manger. Donc la matzah, misonazel est d'oraïta. De la Gemara, elle dit, si la matzah, elle est d'oraïta, la galette pessah, elle est d'oraïta. Si la matzah, elle est de Rabbanan, la galette pessah, elle est de Rabbanan. Pourquoi? Vous savez que puisque la mitzvah de la gada, c'est-à-dire Ba'avurze, je dis voilà, c'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. S'il n'y a pas le devoir de manger de la matzah, on ne peut pas dire Ba'avurze. Pourquoi? Il n'y a rien devant moi. Il n'y a rien devant moi. Quand la matzah est d'oraïta, la gada est d'oraïta. Parce que là, on peut dire pour cette matzah qu'on m'oblige à manger maintenant. Donc, d'accord? Pour la matzah qu'on m'oblige à manger maintenant, c'est pour ça que je suis sorti d'Égypte. Mais s'il a le devoir de manger la matzah, elle est dans la banane, donc la gada elle est dans la banane. J'ai un devoir de faire la gada et de dire, puisque j'ai le devoir de manger cette matzah des Rabbanan, alors je dois faire la gada des Rabbanan. C'est intimement lié. Vous me suivez ou pas? Alors le Ben Ezra, il vient nier ce passouk à la matzah. Curieusement, il ne parle pas d'autre chose. Regardez ce qu'il dit. Vous voyez le Ben Ezra? Ba'avurzot avoda. Shiu achilat matzah. Il ne parle pas du korban Pessah. Je vois qu'il y a des questions qui se posent dans mon dos. C'est pas mieux de donner manger aux enfants avant, les enfants petits bien sûr. Razak. Vous pouvez reprendre si vous plaît. Là, c'était un peu rapide. Toujours les mêmes. Je dois reprendre, c'était pas clair ce que j'ai dit? Non, c'est un peu rapide pour moi. D'accord. Alors, il y a une fonction sur Zoom, on peut ralentir le son de la voix. On va reprendre. Je vais le ralentir à main. Je vais essayer d'être moins rapide. L'histoire, elle est comme ça. La Gemara me dit, puisque le devoir de la Gada, c'est de raconter la sortie d'Égypte, afin d'arriver à la conclusion, tu sais pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour ça. Pour ça. Pourquoi pour ça? Pour la matzah. C'est quoi la matzah? C'est la mitzvah. Pour accomplir une mitzvah, on est sorti d'Égypte. Donc la Gemara, elle dit, d'après l'opinion que la matzah, aujourd'hui, elle est que des Rabbanan, on n'est pas passé comme ça. Donc le devoir de raconter la sortie d'Égypte est des Rabbanan. Parce que je ne peux pas dire à l'enfant, tu vois, je dois maintenant manger cette matzah. La Torah ne me dit pas de manger cette matzah parce que c'est des Rabbanan. Donc puisque je n'ai pas de mitzvah, d'objet de mitzvah devant moi, d'après le niveau d'Oraïta, donc je n'ai pas d'Agada. J'ai plus de mitzvah de la Torah d'accomplir, donc je n'ai pas d'Agada. Ça, c'est d'après l'opinion qui dit que Ba'avurze, ça parle de la matzah. Non, regarde. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de pshat, il y a un drash. D'accord? Le pshat, c'est quoi Ba'avurze? Rachid dit, c'est pour les mitzvot qu'on fait aujourd'hui. D'accord? Mais dans le drash, on voit que Ba'avurze, c'est Bishvat, c'est Pessah, ou Matzah, ou Maror Monachim Lefanecha. D'accord? Pour me dire que on vient relier
la date, à quelle date on doit faire la Gada quand ces mitzvot sont devant moi. D'accord? Et le devoir lui-même, pas uniquement la date. Le devoir lui-même de la Gada, il dépend de ces mitzvot-là. S'il n'y a plus ces mitzvot-là, ben, il n'y a plus la Gada d'Oraïta, mais que des Rabbanan. Là, c'est Rachid, là. Là, c'est... Je reprends. Rachid explique pas le drash, il explique le pshat. Rachid n'explique pas la dracha qu'on est en train d'expliquer. On apprend des halachot de Sabah à Bourzé. Avant d'apprendre des halachot, Rachid m'explique comment on lit le pasouk. Avant d'apprendre, il y a toujours une différence entre le pshat et le drash. Comment on lit le pasouk, simplement, littéralement. Qu'est-ce que les chachamim nous ont déduit du pasouk, qui n'est pas forcément la manière la plus directe de lire le pasouk, mais ils ont déduit ça du pasouk. La lecture du pasouk, Rachid nous dit, tu dirais à ton enfant qu'on a été sorti du livre pour les mitzvot. Comme par exemple celle qu'on a sur la table. D'après Rachid, on pourra dire, bah, tu vas montrer la mezouza. Voilà, pour les mitzvot, comme par exemple la mezouza. Donc, c'est pas comme le drash, Rachid. Il dit Kegon, comme par exemple. Alors, ce qu'on a expliqué dans Rachid, c'est comme on veut donner des exemples. Ce pourquoi on est sorti d'Égypte, les mitzvot. Alors, la Torah nous a demandé de faire tout plein de mitzvot ce soir-là, d'avoir devant nous des mitzvot. Donc, Pessah, Matzah, Maro, Hallel, Kiddush. Bon, c'est des rabbanan, mais tout au moins, c'est 3 mitzvot d'Oraïta. Donc, d'après Rachid, d'après cette version, même si la matzah, elle est des rabbanan, alors la Haggadah, elle pourrait être des Horaïta. C'est un exemple. Si on explique à son enfant pourquoi on est sorti des livres pour faire les mitzvot, comme par exemple celle-là, qui sont sur la table. Vous voyez la nuance ou pas? Comme par exemple. Alors que d'après le drash, non. Ça a coupé pour tout le monde, là? Il n'y a que moi. Ouais. Ouais, moi j'entends rien non plus. Ça a coupé chez le Rav, apparemment. C'est ce que nous dit la Gemara. Si maintenant, Ça a coupé depuis au moins 20 secondes. On a une La dernière phrase. il n'y a que moi qui a coupé? Ouais. Non, oui. C'est Zach. Ça a recoupé, là? Gain. Moi, je suis là, moi, j'entends. Ouais, on est là. Ouais. C'est là lequel? Faut qu'ils prennent Bézek, je crois. Je sais pas. C'est changé. Comme par exemple le Marrakech, comme plein de choses. C'est grave, ça a encore coupé. C'est encore coupé. Voilà. Il est malin, il ne faut pas que tu dises cette phrase. Quelle phrase je ne dois pas dire? Bah, tu m'as pas entendu. Non, quelle phrase je ne dois pas dire? On ne sait pas justement. Non, parce que je veux que vous la disiez, mais ça coupe chez vous aussi. Ah. Mais je ne peux pas vous la dire parce que vous ne l'entendrez pas. Alors comment on va faire? Écris-la sur le chat. Mais peut-être que ça aussi, ça bloque. Alors on reprend. On reprend. D'après Rachid, d'après le pshat, il ne vient pas expliquer que la Gada elle est intimement liée à Pesach Matzah Maro Rachid. Non. C'est un truc beaucoup plus général. Les mitzvot. Achète la sortie d'Égypte pour qu'on accomplisse mitzvot, mon fils. Comme par exemple celles qui sont sur la table. Et s'il n'y a pas de mitzvot sur la table, ben regarde la mezouza. On est sorti d'Égypte pour faire la mezouza. On est sorti d'Égypte pour, tu vois, tu as des péotes. Faut pas te raser trop court à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Pour pouvoir faire le Birkat Amazon. Pour faire la Mida. Pourquoi Rachid parle de Kegonze? Parce qu'on est à table. On raconte la Gada sur la table. Donc les premières mitzvot qui s'imposent à nous, c'est celles qui sont là devant nous qu'on va manger. Donc c'est celles qui viennent en premier lieu. Mais c'est pas limitatif à elles. C'est clair? Vous avez commencé à expliquer la différence du pshat et du drash. Voilà. D'après le pshat, on ne parle pas de Pessah Matzah Maror de manière précise. C'est des illustrations des mitzvot.
On est sorti pour faire les midot, comme par exemple celle-là. D'après le Drash, on dit quand est-ce qu'on doit raconter la sortie d'Égypte? Peut-être c'est le 14. Non, Bavourzé. Regardez Bavourzé dans la Gada. Dans la Gada, il y a marqué, je vais vous le dire, si vous voulez. Yachol Mirosh Rodeh. Est-ce qu'on peut déjà accomplir la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? Talmud Lomar, Bayom Aou. Non, ce jour-là, c'est le jour de la sortie d'Égypte. Même si ce jour-là, peut-être c'est déjà la veille. C'est quoi la veille? C'est peut-être le 14. Parce que le 14, on accomplissait, on immolait le Corban Pessah. Et comme maintenant on doit raconter la sortie d'Égypte par rapport à ce qui a amené la sortie d'Égypte, peut-être que c'est déjà la avoda du Corban Pessah qui a amené la sortie d'Égypte. Donc déjà on peut raconter la sortie d'Égypte lors du 14, qui était le moment où on faisait le service qui nous a permis de sortir d'Égypte. En disant, Bavourzé, on vient exclure le Corban Pessah. Non, on veut quelque chose de plus précis que le Corban Pessah. Bavourzé va marquer la Béchar, chez Shmatsa ou Maror, Munachim Lefanecha. C'est que maintenant, le Drash, nous apprend que c'est pas lié à la avoda du Corban Pessah, mais au moment où on a les mitzvot devant nous. C'est magnifique. Bavourzé. Béchar chez Shmatsa ou Maror, Munachim Lefanecha. Il y a des questions qui se posent un peu. Pourquoi on ne dit pas ça sur le Corban Pessah? Au moment où le Corban Pessah, il est Mounar Lefanecha aussi. Tu pourrais dire. Vous me suivez ou pas? On a une question ici. Si le Bavourzé me dit c'est qu'on monte du doigt une mitzvah, alors monte-moi le Corban Pessah. Techniquement, c'est un peu compliqué de montrer le Corban Pessah. Vous savez pourquoi? C'est que c'était fait à l'aider Shaliach. Pas tout le Ham Israël a apporté le Corban Pessah. On prenait un C, on écrivait chacun la liste des personnes qui voulaient partager ce C, d'accord? Et il y a un envoyé de ce groupe-là, un Shaliach, qui allait apporter ça au Beth Amikdash, et qui allait donc l'amener. Mais je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir entrer également dans Hazarat Israël, donc voir la avoda du Corban Pessah. Donc dire Bavourzé sur le Corban Pessah, c'est un peu compliqué. Mais il est sur la table normalement, le Corban Pessah. Non, tu n'as pas compris la question, je reprends. Comment le Drash, il repousse le 14? On a dit, c'est quoi la Vamina qu'on puisse raconter la sortie d'Égypte du 14? Parce que c'est le moment où on apporte le Corban Pessah. Alors dis Bavourzé, au moment où le Corban Pessah, il est devant moi. Comment on arrive au 15 au soir avec le Bavourzé? Je suis clair ou je ne suis pas clair? Je le reprends. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Raph, j'ai lâché un peu, j'ai pas trop compris. Avant ça, vous n'avez pas commencé à parler du Drash, du Pshat et de Rashi pour voir comment ça s'emboîtait, tout ça. Alors... C'est ça, c'est le problème, c'est que je commence le Drash là. C'est le problème. Le Rashi, j'ai dit qu'on ne parle pas précisément de Pessar Matzah Maro. On a devant nous des exemples de mitzvot. Le Drash va nous relier à ces mitzvot exclusivement. Comment? Là, j'ai commencé le Drash en vous lisant la Gada de Pessah. Ouais. Et ça, c'est le Ben Ezra qui dit ça. Lui, il dit ça dans le Pshat, mais laisse tomber le Ben Ezra pour l'instant. Pour l'instant, je suis dans le Drash. Mais le Ben Ezra, il est proche du Drash. On va voir pourquoi. Il a fait un Pshat qui correspond au Drash. Si on va lire d'abord le Ben Ezra pour calmer l'ambiance. Il dit comme ça. Il dit Bavour Zot Avoda Shiu Achilat Matzah. Plus curieusement, il a limité à la matzah. Pourquoi il parle de la matzah? Avoda en plus. D'où on sait que la matzah, c'est une avoda. J'en dis Corban Pessah, une avoda. Velo yochal chametz. Sheu trilat mitzvot. Il dit la matzah, ça correspond le début des mitzvot chez Tziva lanu Hashem. Asa lanu Hashem otot ad sheutzianu mitzrayim. Pourquoi Hachem nous a fait tellement de miracles? Parce qu'on a accompli les mitzvot. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui symbolise les mitzvot de manière précise? Et ce n'est pas un exemple de mitzvot. Pour le Vénera, ce n'est pas un exemple de mitzvot Pessah ou Matzah Maro.
ça symbolise les mitzvot. Pourquoi ça symbolise les mitzvot? Parce que c'est les premières mitzvot qu'on a accomplies. La première Kabbalat mitzvot, elle est passée par ça. Donc c'est pas uniquement un exemple qui est devant nous. Ça symbolise les mitzvot. Vous voyez la différence entre un exemple et un symbole? Vous avez vu la différence? Et je prends des mitzvot, celle-là, par exemple, sur devant moi. Mais j'aurais pu être la mitzvah. Les gens disent, non, pas la mitzvah. On prend les mitzvot qui sont les premières qu'on ait reçues sur nous. La première Kabbalah mitzvot, c'était lors de Makat Bechorot, lors de la plaie des premiers-nés. On a fait ces mitzvot-là, donc ça représente le Kabbalat en mitzvot. Donc c'est pour cette mitzvah-là de la matzah qu'on est sorti d'Égypte. C'est cette matzah-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Ve'atam, l'autre sienu mitzrayim rak leovdo. Pourquoi Bémet on doit raconter la Gourda, la sortie d'Égypte à notre enfant, en lui montrant ces mitzvot qui sont le début de nos mitzvot? Parce que Bémet, on doit raconter que Hachem nous a sortis. On ne doit pas lui raconter ce qui s'est passé pour qu'on sorte d'Égypte. L'enjeu, ce n'est pas de raconter comment on est sorti d'Égypte, quels sont les miracles qui nous ont fait sortir d'Égypte. On doit leur raconter pour quelle raison Hachem a bien voulu nous faire sortir d'Égypte. On a tous entendu que le but de la Gada, c'est de renforcer la Emouna. Regarde Hachem, il a transformé l'eau en sang, et il y a toutes sortes de dessins et d'illustrations pour renforcer notre Emouna. On voit ici dans le Pshat, c'est pas ça la raison de la Gada. On voit ici dans le Pshat, on ne doit pas raconter la sortie d'Égypte dans l'intention de se rappeler combien Hachem il est fort, que Hachem il a fait des miracles. Non, on doit se rappeler pas comment Hachem nous a fait sortir d'Égypte, mais pour quelle raison il a voulu nous faire sortir d'Égypte. L'autre sienu mimitzraim rak leovdo, katuv b'otiecha et ha'am mimitzraim. Lorsque tu sortiras chez toi le peuple d'Égypte, ta'avdun et Elokim al harazeh. Rapporte le passouk qu'on nous a rapporté dans Parashat Tzitzit, Asher hotzeti etrem miret Mitzrayim, liot lachem Elokim. Sorti d'Égypte pour être pour vous votre Dieu. Donc le Vézra se rapporte du Pshat, il se rapporte du Drash, il se rapproche du Drash. C'est qu'on ne prend pas ces mitzvot-là qui sont devant nous par hasard, mais n'importe quel mitzvot. Non, ces mitzvot-là sont très importantes parce qu'elles symbolisent la Kabbalat Ol Mitzvot. Il y a une différence entre Kabbalat Ol Malchut Shamaim et Kabbalat Ol Mitzvot. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est prendre conscience que Hachem, il peut tout, il fait tout, il sait tout, il est tout. Donc on sent que la présence divine, on prend sur nous la présence divine. D'accord? Peut-être qu'ils ont fait Kabbalat Ol Malchut Shamaim, ouais. Lors des miracles, mais Kabbalat Ol Mitzvot, c'est qu'on vient maintenant matérialiser notre prise de conscience de la réalité incontournable d'Akadosh Baruch Hu en nous soumettant à ses lois. Ça s'appelle Kabbalat Mitzvot. La matzah, c'est la mitzvah. Les matzot, c'est les mitzvot. C'est pas par hasard. Chachamim, il faut une dracha. Il dit Lo tachmitsu et un matzot, il ne faut pas que les matzot deviennent chametz. C'est Chazal, il faut une dracha, il dit Al tikra matzot et la mitzvot. Quand tu lis dans le Sefer Torah matzot, et quand tu lis le Sefer Torah mitzvot, sans les ponctuations, c'est les mêmes lettres. Il y a un dagesh en moins dans les ponctuations. Mais dans les lettres du Sefer Torah, mitzvot et matzot, c'est les mêmes lettres bidiouk. C'est pas par hasard. C'est que les matzot représentent les mitzvot. Et c'est ce que les sages nous ont appris, que ne soit pas machmitz les mitzvot. De la manière qu'il faut faire les mitzvot, les matzot dans l'empressement pour pas qu'elles deviennent chametz, il faut faire les mitzvot dans l'empressement pour pas qu'elles deviennent chametz. C'est-à-dire qu'une mitzvah que je retarde, c'est pas uniquement je fais plus tard, elle a un goût chametz. La lourdeur de l'accomplissement fait que c'est plus une mitzvah, c'est devenu un fardeau. Faire une mitzvah dans l'empressement, ça montre qu'on la vit comme étant un privilège et pas un fardeau.
C'est pour ça qu'on fait Chag HaMitzvot, Chag HaMatzot, Chag HaMitzvot. Il faut être hogeg les mitzvot. C'est pas un fardeau. Et comment on prouve que les mitzvot, c'est pas un fardeau? Parce qu'on les fait dans l'empressement. Toute chose qu'on fait dans l'empressement, c'est qu'on aime ça. Tu vas vite maintenant t'installer sur ton fauteuil pour voir ta fameuse série. Pourquoi tu le fais vite? Parce que tu es attaché à cette fameuse série télévisée. Tu vas vite maintenant sortir, ouais, pour aller dans la voiture qui t'amène au match de foot. Tu veux pas rater. Donc les choses auxquelles on est attaché, on les vit comme étant quelque chose qui nous plaît. On va pas ranger le balagan qui est dans notre chambre parce que c'est un fardeau. Et plus on va attendre, et moins on va le faire. Plus c'est un hametz, et plus on s'en éloigne. Plus si on a retardé de faire, il y a une promesse de don qu'on a fait pour une organisation telle qu'elle soit, plus on va tarder à l'honorer, et plus on aura du mal à la faire, il y aura un goût amer. Plus on la fera vite, et plus on vivra comme ça, comme étant une satisfaction, un privilège. Résumons. Aujourd'hui, oui, ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé, mais juste, le Iba Israël, il dit Kakato, Beotiara et Tag, Israël, Tavdou, et Taïrim, elle a rasé. Donc il dit qu'au final, le but final, c'est de la vod et Hachem et Taïlokim, raser. Donc au final, il dit les Matzot où il dit pour aller servir Dieu sur la montagne. Répondez à sa question. Quelqu'un? J'ai pas bien entendu personnellement la question. Répète la question, Benjamin. Je dis que vous avez dit Vourzé. Relis le Ben Ezra d'abord. Ouais. Peut-être vous avez compris la question, peut-être. Je vois que tu n'as pas compris le Ben Ezra. Je vais bien être clair, je reprends. Vourzot, Avoda, Shuachilat Matzah, Trilat Amitvot. Trilat Amitvot. Trilat Amitvot. Trilat Amitvot. Qu'est-ce qui symbolise? Il y a deux sujets dans les Ben Ezra. Qu'est-ce que symbolise la matzah? Kabbalat Ol Mitvot. Premier sujet, point à la ligne. Deuxième sujet. Et pourquoi c'est important de se rappeler de la matzah? Pourquoi c'est important de se rappeler de notre Kabbalat Ol Mitvot? Quel rapport? Deuxième sujet. Quel rapport? Parce qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir les mitzvot. Donc, ça me montre que pourquoi je dois mettre en avant la matzah lors du récit de la sortie d'Égypte, je dois mettre en avant la matzah pour donner une direction précise à l'enjeu de ce récit. Je dois donner une direction précise à l'enjeu du récit. Pourquoi, mon fils, je suis en train de te raconter la sortie d'Égypte? Pour la matzah, pour qu'on accomplisse cette mitzvah-là. Et pourquoi cette mitzvah-là? Parce que cette mitzvah-là, elle symbolise le jour où le Ham Israël a accepté d'obéir à des mitzvot. Donc on est sorti pour cela. Deuxième étape. D'abord, qu'est-ce que symbolise la matzah? C'est la Kabbalat Ol Mitzvot. Pourquoi c'est important de raconter la sortie d'Égypte? Pour manger la matzah, parce qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir les mitzvot. D'où on voit qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir les mitzvot. C'est clair pour tout le monde? Ouais. C'est clair pour tout le monde? Oui. Donc ça, c'est au niveau du pshat. Au niveau du drash, ils vont très loin au niveau du drash. C'est que comme maintenant, d'après l'opinion que la matzah n'est pas d'Oraïta, la Gada n'est pas d'Oraïta. C'est tellement intimement lié, d'après le drash. La direction qu'on doit donner à notre Sipour Yetziat Mitzrayim, c'est tellement lié. Notre devoir de raconter la sortie d'Égypte pour arriver à l'idée que c'est pour accomplir les mitzvot. Si on n'a plus de mitzvot d'Oraïta à accomplir, il n'y a plus d'Agada d'Oraïta à raconter. Vous me suivez ou pas? C'est ce que nous dit la Gada de Pessah, que pourquoi on doit raconter la sortie d'Égypte uniquement au moment où ces mitzvot sont devant moi, et pas la veille lors du Korban Pessah, où normalement le Korban Pessah n'est pas devant moi. Je ne suis pas dans la Zarat Israël, et toute la famille n'est pas présente à ce moment-là.
Donc je ne peux pas raconter à mon fils. C'est uniquement quand les mitzvot sont devant moi qu'on peut raconter la sortie d'Égypte. C'est ce que nous dit la Gada de Pessah. C'est uniquement à ce moment-là que la mitzvah de Sipur et peut être accomplie, puisque l'enjeu, c'est de raconter qu'on est sorti d'Égypte pour accomplir ces mitzvot-là. Si on n'a pas la possibilité d'accomplir une mitzvah devant nous, on ne peut pas montrer du doigt une mitzvah, donc on ne peut pas raconter la sortie d'Égypte. D'ailleurs, la Gemara elle dit que Rav Yosef, qui est aveugle, il ne pouvait pas accomplir la mitzvah de la Gada de Pessah parce qu'il était aveugle. Il ne peut pas dire que je suis sorti d'Égypte pour accomplir ça. Il ne voit pas les mitzvot devant lui. Donc quand il raconte, on ne parle pas la bouche pleine. Donc quand on raconte la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On découvre la matzah. Parce qu'il faut voir la matzah quand on raconte la sortie, parce que tout ce qu'on raconte, c'est pour accomplir ça. C'est ça qu'on a découvert la matzah. Bah, Bourzé. Donc qu'est-ce qui se passe? Rav Yosef, qui était aveugle, dit, je suis pas tout, on a gagné de ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non. Il dit, si on dit que la matzah, aujourd'hui, elle est des Rabbanan, et pourquoi? C'est pour ça que la Gemara rapporte ça là-bas, à cause de Rav Yosef. Si on dit que la matzah est des Rabbanan d'aujourd'hui, pourquoi elle serait des Rabbanan? Parce qu'elle est intimement liée au Korban Pessah. Elle accompagne le Korban Pessah, il n'y a plus de Korban Pessah de nos jours. Donc si de nos jours la matzah elle est des Rabbanan, donc il n'y a plus qu'un devoir des Rabbanan de faire la Gala de Pessah. Et comme des Rabbanan, tu as quand même un devoir de faire la Gala de Pessah, donc tu peux raconter la Gala de Pessah à ta famille. Eux, ils n'ont qu'un devoir de la Gala de Pessah. D'après l'opinion, ils ont un devoir que des Rabbanan de raconter la Gala de Pessah. D'après l'opinion que la matzah est des Rabbanan. Donc toi, tu es aveugle, tu as un devoir que des Rabbanan, tu peux faire la Gala de ta famille. Mais effectivement, d'après l'opinion qui dit que la matzah elle est de Raïta, la Gada elle est de Rabbanan, elle est de Raïta, donc toi tu ne veux pas raconter la Gada de Pessah. J'étais plus clair, Dr Yehuda, ou pas? Oui, blanc. Non, je suis là. Vous avez compris le lien entre la matzah et la Gada? Quand la matzah elle est de Raïta, la Gada elle est de Raïta. Quand la matzah est des Rabbanan, la Gada est des Rabbanan. C'est clair ce point ou pas? J'ai compris ça, mais. Qu'est-ce qui était rapide alors? Je n'ai pas suivi, j'ai pas bien compris J'ai pas bien compris. Donc, parce que d'abord, donc il y a un moment où j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on a répondu à Rav Yosef quand il a dit, puisque vous êtes aveugle, tu pourras pas. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il pouvait faire ou pas faire. La Gemara dit d'après l'opinion, que la matzah elle est des Rabbanan, donc la Gada elle est des Rabbanan, on est d'accord? On est d'accord là. Et l'aveugle, il a un devoir des Rabbanan de raconter la sortie d'Égypte. L'aveugle, il a un devoir des Rabbanan de raconter la sortie d'Égypte. Donc, puisqu'il a un devoir des Rabbanan, il peut quitter sa famille, qui pour une autre raison a un devoir que des Rabbanan, parce que la matzah, elle est des Rabbanan. Donc, quelqu'un qui a un devoir des Rabbanan peut quitter quelqu'un qui a un devoir des Rabbanan. Quelqu'un qui a un devoir des Rabbanan ne peut pas quitter quelqu'un qui a un devoir de Raïta. Donc, lui, il pensait ne pas pouvoir quitter sa famille, parce que comme il est aveugle, il a un devoir que des Rabbanan. Et sa famille a un devoir de Raïta. Il dit oui, mais d'après l'opinion, que la matzah, elle est des Rabbanan. Donc la Gada, elle est des Rabbanan. Tu peux raconter à ta famille la Gada de Pessah. Parce que tu es au même niveau qu'eux. C'est clair ou pas? C'est bon. Résumons ce qu'on a dit aujourd'hui. Je n'ai pas compris en tant qu'aveugle, c'est quoi le problème la mise devant lui. Il ne voit pas la matzah. Non, mais elle est devant lui quand même. C'est pas... Oui, mais il ne la voit pas. Il ne peut pas dire Bavourzé. Il peut dire Bavourzé. Il peut la tenir dans la main. Ouais, il y avait un aveugle une fois m'a raconté une blague comme ça. Je te raconte une blague pour détendre l'atmosphère. Un aveugle il m'a raconté une blague et que il avait pendant toute la galette Pessah, il avait la matzah dans la main, il l'a caressé et tout. Et à la fin, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit attends une seconde, j'ai pas fini de lire. Quoi? Attends une seconde, j'ai pas fini de lire. Les aveugles lisent avec la méthode Braille. Voilà, c'est ça. Et celui qui racontait la Gada, il n'arrêtait pas de brailler. Chacun sa braillade. Reprenons. Donc, Chachamim nous ont fait une dracha. Il faudrait qu'on fasse ça dans le mot parce que vous avez malheureusement devant vous quelqu'un qui vous enseigne des choses de mémoire.
la pire des choses qui pourrait vous arriver, surtout si cette personne-là manque de mémoire. Donc, il faudrait qu'on voit dans les mots cette Gemara-là, peut-être que je manque de précision que j'ai sauté une étape. Mais pour répondre à ta question, qui s'appuyait non pas sur la Gemara, mais sur ma mémoire, donc je réponds par rapport à ce que j'ai dit, ce qui est peut-être faux et qu'on devra vérifier, peut-être que demain on verra cette Gemara. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce que je me rappelle de la dracha de Chazal, que Ba'avourze, c'est qu'on doit voir la matzah pour pouvoir raconter la sortie d'Égypte. C'est ce que je me rappelle. Et de cette halakha est sortie une autre halakha que nous accomplissons. C'est au moment où on raconte la sortie d'Égypte, on découvre la matzah. D'accord ? Et au moment où il y a des passages qui ne sont pas liés à la sortie d'Égypte, comme par exemple, Vehi Shamda, la nouvelle la voté, nous, ouais, on couvre la matzah. D'accord ? Une des explications qui est donnée, parce qu'on n'est pas en train de raconter la sortie d'Égypte. Donc, il n'y a pas besoin qu'elle soit découverte. Et pour qu'on comprenne bien que la matzah est intimement liée avec le récit de la sortie d'Égypte directement, donc on la couvre quand c'est pas lié. Pas que c'est interdit qu'elle soit découverte. C'est pas que c'est interdit. C'est pas grave si elle est découverte. Mais c'est pour prendre conscience qu'il faut qu'elle soit découverte quand on raconte la sortie d'Égypte. Qu'on la couvre quand c'est pas la sortie d'Égypte. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il faut vérifier si ma mémoire est juste. En général, non. Mais bon, peut-être par hasard. Juste, j'aimerais finir ce cours par une synthèse, si vous me permettez. Aujourd'hui, on a développé un sujet très particulier, qui est d'après moi général et qui est l'essentiel même de la fête. Qu'est-ce que c'est, on pourrait dire comme ça, le titre du cours aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme libre? Qu'est-ce qu'est la liberté? On fête la liberté à Pessah. On a expliqué que la liberté, c'est la force de pouvoir changer ses habitudes. Ouais. Mais pourquoi changer mes habitudes? Alors, si nous avons reçu la Torah, qu'on a un mode d'emploi pour être construit dans tous les domaines de la vie, donc ça vaut la peine de changer notre habitude. Donc, on va se conformer à la Torah pour changer nos habitudes. Ça va faire de nous des hommes libres. On va sortir de notre catégorie socio-professionnelle, culturelle, ouais, notre cadre, pour pouvoir changer et se conformer à la volonté divine. C'est ça la liberté. Donc, Chag HaCherut, c'est Chag HaMatzot, Chag HaMitzvot. On doit célébrer la chance d'être devenu libre par la sortie d'Égypte, parce qu'on est devenu libre pour recevoir les mitzvot. Et la liberté, on ne devient libre que quand on change pour accomplir les mitzvot. Le mazal vient déterminer notre destinée, sauf si on accomplit les mitzvot. Donc on n'est pas libre quand on n'accomplit pas les mitzvot. C'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Donc quand maintenant on vient interdire le chametz à la maison et qu'on mange des matzot, on vient faire l'effort qu'on devrait faire toute l'année de bouleverser nos habitudes pour nous soumettre à la volonté divine. C'est par cela qu'on est un homme libre. C'est bon? C'est les idées, grosso modo, qu'on a développées, et par la fin qu'on a illustré par le passouk de la Gada, qu'il faut raconter à notre fils Ba'avourze qu'on est sorti d'Égypte pour accomplir les mitzvot. Rachid, il a dit, pour accomplir les mitzvot de manière générale, comme celle-là, par exemple, le Vénézan a dit non! Hachem nous a, à l'époque, fait sortir d'Égypte parce qu'on avait accompli alors les mitzvot. Rachid dit, on est sorti d'Égypte pour maintenant accomplir les mitzvot. Et Vénézan dit, Hachem nous avait sorti alors parce qu'on avait accompli les mitzvot. Rachid dit, maintenant qu'on est libre, pourquoi Hachem nous a sorti? Parce que maintenant on doit faire les mitzvot. Et Vénézan dit, comment on a pu mériter de sortir parce qu'on avait accompli les mitzvot? Vous voyez la nuance? Est-ce que la matzah symbolise comment dirais-je, ce qu'on doit faire de notre liberté aujourd'hui? Ça c'est Rachid. Ou Ibn Ezra, il dit la matzah symbolise ce pourquoi Hachem a bien voulu nous libérer. La conclusion est la même. Hachem nous a libérés pour faire les mitzvot. Mais qu'est-ce qu'elle symbolise, la mitzvah? L'événement présent qui symbolise les mitzvot que je vais accomplir parce que je suis libre? Ou non, la mitzvah qui a fait qu'Hachem a bien voulu nous libérer à l'époque? Vous voyez la nuance? Oui, mais qu'est-ce qu'il apporte le Ben Ezra de nouveau? C'est un petit peu donc. Ça n'a strictement rien à voir. D'après Rachid, la matzah, elle représente les mitzvot que je dois accomplir aujourd'hui, par exemple,
Il y a la mezouza, il y a la Birkat Hamazon, et il y a les matzot qui sont devant moi. Et Van Ezra dit non, la matzah, elle est beaucoup plus forte que ça. C'est pas un exemple. C'est le symbole des mitzvot. Matzot, mitzvot, c'est écrit pareil dans le Sefer Torah. C'est le symbole parce que c'est la mitzvah qui nous a donné la possibilité de prendre sur nous un acte, pas uniquement une pensée. C'est notre premier acte d'accomplissement à la volonté divine. La matzah, enfin Pesach, matzah au Maror. C'est notre Kabbalat ol Malchut ol Mitzvot, pardon. C'est pas un exemple parmi tant d'autres. Pour les Vénézuéliens, c'est précis. C'est le symbole de Mitzvot. C'est pour ça que ça s'appelle pareil. C'est écrit pareil, pardon. Donc on dit, on mange la matzah parce qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'ils ont pris, nos ancêtres, les Hébreux, sur eux, le ol Malchut, le ol Mitzvot. Comme les Hébreux, ils ont pris le ol Mitzvot, c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc nous, on mange ce symbole de ol Mitzvot. Donc quand on mange la matzah, on prend sur nous le ol Mitzvot. On s'associe au ol Mitzvot de nos ancêtres. Ça n'a rien à voir avec Rashi. D'après Rashi, quand on voit la matzah, c'est une mitzvah parmi tant d'autres. Le raisin, c'est beaucoup plus précis. J'ai l'impression qu'avec Rachid, donc, il nous donne un programme. Voilà, on est sorti d'Égypte pour accomplir les mitzvot. C'est le programme, c'est ce qu'on fait. Et tandis que les Ben Ezra, il parle du passé, mais il ne nous dit pas ce qu'il en est. Donc, il parle du passé en disant il dit qu'on est sorti d'Égypte parce qu'on a fait des mitzvot. Il a dit donc que c'est la matzah qui symbolise donc ces mitzvot. Mais qu'est-ce qu'il dit pour le futur? On a expliqué, Benjamin, Ezra est construit en deux parties. Et d'abord, la symbolique de la mitzvah. Et pourquoi c'est important de connaître sa première mitzvah? Parce que, pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte pour accomplir les mitzvot. Donc, il arrive à l'idée de Rashi. Il y a deux parties dans les Ezra, vous avez oublié, mais on l'a dit. Et d'abord, première partie, écoutez.